Bonjour, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Pierre Paco et j'ai la chance d'animer aujourd'hui cette session. On va juste faire un tout petit tour de présentation un peu rapide pour savoir qui vous avez en face. Et puis après, on a prévu cet atelier sur l'hybridation des modèles. On va lire les choses que vous avez partagées en termes d'attente et puis on va aussi adapter l'atelier. On va essayer de faire de façon participative d'adapter l'atelier en fonction de vous aujourd'hui. Voilà, donc je suis ici ravi de vous présenter Julie et Jean-Marc. Celui que je vais vous présenter rapidement. Comme ça, vous aurez une idée du panel qui est devant vous. Julie, tu vas vous lancer. Merci. Du coup, bonjour, ravi du coup, cet atelier d'abord dans l'objet, c'est à la fois de vous partager du coup une expérience sur l'hybridation du modèle, il y a quelles choses à s'intéresser, puis également travailler sur les sujets et voir avec quel pied vous allez prendre partir. Et moi je viens de Lyon, je suis directrice de Social Codies. Et ce genre de Covid, ça nous fait partie d'être créé par le groupe Avance, le groupe vitalité, qui sont des groupes d'insertion par l'activité économique. Et là, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? On par d'insertion par activité économique. Ce genre de Covid a été découvert avec la mission, tous les hommes sociaux qui peuvent s'adresser en créant des alliances entre les acteurs de l'ESS et les entreprises. C'est le groupe, du coup, le rôle de ce atelier, l'objectif c'était de dire on joue un rôle de plaidoyer sur les modèles de coopération à l'outil tels que le modèle de l'ouverture sociale, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais également sur ce type de coopération à l'intérieur économique et social. Bonjour, je suis Jean-Marc Florin, j'ai dirigé le numéro régional des scopes illicites de France pendant 25 ans, qui regroupe effectivement les sociétés coopératives et participatives au scope ici. Enfin, ce qui se passé, c'est que actuellement je suis en transition professionnelle, depuis que longtemps en fait, puisque je passe quelques mois qui est mon successeur. Et bonne idée dans ma mère, je ne l'ai pas plus, je prends un ami aujourd'hui, puisqu'il est requis par une réunion nationale au niveau des scopes. Voilà. Et voilà, et donc je vais finir le tour de présentation. Moi je m'appelle Pierre Paco et je suis cofondé Télécoop Grand, qui est une coopérative d'intérêt collectif dans le champ de l'ESS. C'est l'unique coopérative d'intérêt collectif dans le Télécoop. Et c'est un opérateur mobile, qui fait des forfaits mobiles, qui s'intéresse à l'appropriation citoyenne des enjeux et de la place du numérique dans la société. Et du coup, on pourra aussi utiliser l'exemple de Télécoop dans le cadre de cet atelier, comme un ensemble de modèles hybrides dans un secteur pas capitaliste et pas concurrentiel. Ce qu'on vous propose, c'est comme c'est un atelier, on a 2 heures ensemble, l'idée c'était aussi de s'adapter aux expressions, à la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. On essaie de construire un peu ensemble. Donc je vais lire les attentes que vous avez exprimées là, si vous avez le temps de faire le vôtre. Comprendre les joint ventures sociales, je pense que là, on devrait pouvoir y répondre. Approfondir les connaissances sur les modèles, et notamment les modèles pertinents pour mobiliser une multiplicité d'acteurs, citoyens et collectivités. On va aussi en parler. Parler des enjeux et notamment des perspectives et des limites de l'hybridation dans le modèle. OK, on va y toucher aussi. Découvrir en quoi l'hybridation vient pousser les entreprises vers plus d'impact en termes environnementaux, mais aussi dans nos postures de réaction. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour compléter? Mieux comprendre les modèles existants et leur complémentarité, oui. On va démarrer là-dessus, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ce qu'on voulait vous proposer pour commencer, c'était de revenir un petit peu sur un petit focus historique. Peut-être, Jean-Marc, sur quel secteur, est-ce que ça touche tous les secteurs? Est-ce qu'il y a déjà historiquement un changement qui s'est fait plus récemment, de la mentalité, la perception, voilà, nous positionner dans le paysage
des modèles économiques hybrides. Oula, moi c'est le sujet. Je ne suis pas une expert en matière, quand même. Je suis plutôt effectivement expert en matière coopérative. Pour évoquer simplement les sociétés coopératives d'intérêt collectif, elles sont nées d'une volonté effectivement de plusieurs acteurs de niveau national sur le fait de pouvoir trouver un modèle juridique qui puisse, tout en respectant effectivement les dispositions coopératives, c'est-à-dire le vote démocratique d'une personne la société ouverte effectivement comme sociétaire, la constitution effectivement d'un projet économique, la mobilisation de financement, la constitution de capital par un capital social. Mais jusqu'à l'existence des SIC. Une des caractéristiques effectivement des coopératives, c'était que les coopératives supposaient que la famille qui initiait la coopérative était majoritaire au capital. Si vous êtes devant une coopérative bancaire, les emprunteurs, je pense que lorsque vous allez au crédit coopératif, lorsque vous allez à la banque populaire, vous n'en apercevez pas toujours, surtout si vous faites un prêt, on vous demande de prendre des parts sociales. En fait, c'est parce que les emprunteurs doivent être majoritaires au capital de la coopérative bancaire. Ça ne veut pas dire que tout le système bancaire, après les formes coopératives, puisqu'une coopérative étant une société, elle peut constituer effectivement des filiales, elle-même, elle détient complètement majoritairement. Alors c'est ce qui est souvent reproché par exemple au Crédit Agricole. Si vous êtes sociétaire du Crédit Agricole, vous êtes convié à l'assemblée de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la société locale d'épargne agricole. Là, effectivement, ce ne sont que les sociétaires du Crédit Agricole qui sont invités à cette assemblée. Par contre, l'entité mère peut elle-même développer des sociétés commerciales qui tient à 100%. C'est pour ça que vous allez trouver le Crédit Agricole dans le 440. Ce n'est pas le Crédit Agricole en direct qui est dans le 440, c'est des filiales du Crédit Agricole qui sont détenues par la coopérative. Voilà une petite précision. Donc jusqu'à 2001, dans le monde coopératif, lorsque vous étiez à l'initiative d'une coopérative, il fallait que la famille qui avait initié la famille qui avait initié effectivement la coopérative soit majoritaire au capital. Donc, coopérative de forestiers, les forestiers sont majoritaires, coopérative d'agriculteurs, les agriculteurs sont majoritaires, coopérative de consommateurs, les consommateurs, je vous en citais 17 comme ça. Donc, et c'est le cas des SCOP aussi. Les SCOP, les salariés sont majoritaires au capital. Cette situation posait quelques difficultés sur le développement effectivement du mouvement coopératif. Et donc, il y a eu, avec une alliance avec le gouvernement de l'époque, et plus particulièrement avec Guy Asquette, qui était secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, pour inventer un modèle où plusieurs parties prenantes, tout en respectant effectivement le mode coopératif, pouvaient prendre part au capital social. Et donc, ça a donné naissance à la société coopérative d'intérêt collectif, qui permet effectivement à ce que aucune des parties prenantes ne doit être obligatoirement majoritaire au capital. Il est possible qu'une partie prenante le soit, mais il n'y a pas d'obligation légale et juridique à ce qu'elle le soit. Voilà pour situer. Alors, on peut reprendre la définition société coopérative d'intérêt collectif. Société, ça relève du code du commerce. Donc ça veut dire que vous êtes forcément sur un modèle économique, que forcément, effectivement, vous êtes sur le secteur marchand, que vous êtes soumis, effectivement, aux impôts commerciaux, que vous relevez en termes de gouvernance, soit d'une gouvernance sous le mode de société anonyme, soit le mode SARL, soit le mode de SAS. Coopérative, ça veut dire que vous appliquez le principe coopératif, effectivement, à la société. J'ai déjà évoqué tout à l'heure, lors des assemblées générales, une personne également, je crois que dans les sites, on peut le pondérer par la constitution du collège. Le fait effectivement qu'il y ait la constitution de réserve impartageable, il y a une partie du bénéfice forcément qui vient consolider les fonds propres de la coopérative et qui ne sont plus la propriété ni des salariés, ni des parties prenantes, ni des actionnaires, ni des associés. Et aussi et surtout, effectivement, le fait que
il est un projet économique d'intérêt collectif. Alors, il y a une grande confusion au point de vue sur ce terme. L'intérêt collectif, dans le cadre de la CIC, veut simplement dire que la CIC cette société coopérative, permettait la mobilisation effectivement de plusieurs parties prenantes. C'est ça la notion d'intérêt collectif. Et puis, j'ai fait là-dessus, de la littérature. Je dis oui, mais l'intérêt collectif, est-ce que c'est une utilité sociale? Est-ce que c'est de l'intérêt général? Ça n'a rien à voir. C'est simplement effectivement la composition de plusieurs parties prenantes dans la forme coopérative qui permet de qualifier cette dimension d'intérêt collectif. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette intro. Et du coup, on retient la date 2001, puisqu'on est un peu là sur la chronologie. Et maintenant, peut-être Julie, tu peux expliquer un petit peu pareil, à partir de quand l'idée de la joint venture sociale. D'abord, c'est quoi une joint venture sociale? Notamment, on reprend aussi à voir la différence de définition par rapport à un modèle et à ce modèle, et puis l'historique, à partir de quand ça a émergé, où c'est venu et dans un auteur du temps. Comme ça, on aura un peu une perspective avant de rentrer un peu dans le détail. Du coup, je vais peut-être commencer par la définition de ce qu'est une joint venture sociale. C'est vrai que dans ma tendance, on pose la question est-ce que c'est un statut juridique? Et en fait, non, clairement, pour notre ce n'est pas un statut juridique. Contrairement, du coup, voilà, à ce qu'on vient de présenter. Exactement. Les jeunes voitures sociales, du coup, sont des entreprises qui, vraiment, au niveau des statuts, sont des statuts d'entreprise dits classiques, SAS, SA. Et la particularité est d'avoir des agréments adossés, des agréments liés à de l'insertion à l'activité économique et sociale. Donc, c'est des agréments d'insertion, des agréments qui entreprises adaptées pour des structures qui vont accompagner des personnes en situation de handicap. Du coup, c'est ce terme, nous, on l'a défini, on l'a posé. Du coup, pour nous, la venture sociale, c'est une entreprise qui est créée et qui est portée du coup, par deux parties prenantes, du coup, par un opérateur privé dit classique et du coup, par une structure qui parle d'un intérêt général. Et dans cette définition, du coup, on met trois volets, il y a trois piliers pour nous qui sont importants. C'est de dire que les deux actionnaires du coup, sont complémentaires, ça apporte chacun une expertise. Du coup, franchement, l'entreprise, ça va être l'expertise métier et nous sectorielle. Et du coup, la structure d'intérêt général, elle va apporter l'expertise d'accompagnement social, typiquement pour une structure qui on appelle le personnel et l'emploi. Le deuxième pilier, c'est de dire que cette structure, du coup, ils vont apporter un objet social, ils vont avoir un impact social. Pour l'entreprise, ça veut dire qu'elle va monter une activité et derrière, elle ramène des personnes d'emploi au retour à l'emploi. Et le troisième pilier, c'est de dire qu'elles apportent un modèle économique viable. Je vais prendre du coup mon exemple qui est celui du groupe de Repart Seb, qui est issu du mariage entre le groupe Seb et du coup du Jardès. Seb apporte ses métiers, la connaissance du coup tout électroménager et électroménager, et du coup Repart apporte du coup l'expertise d'accompagnement des personnes ayant emploi. Et derrière, on vient Repart Seb, et Repart Seb aujourd'hui accompagne les personnes ayant emploi du coup sur des activités de réparation de petits électroménagers et de remplissement et vente de sous-vêtements. Peut-être de partie de ta question. Oui, je peux te rebondir parce que du coup, je trouve que c'est intéressant que tu aies donné un exemple et je peux te donner de la même façon un exemple sur la société coopérative d'intérêt collectif avec Télécoop pour aussi que vous situiez un peu les types de structures qu'on peut avoir. Donc, par rapport à ce qui a été dit, l'intérêt collectif chez nous, il est représenté par 5 catégories en fait de parties prenantes, puisque c'est ça le collectif qui est constitué, des salariés, des partenaires. Là, nous, dans les partenaires, on met des acteurs du numérique, en fait, parce que notre idée, c'est de sortir du fonctionnement compétition, tiens, moi je veux ça, s'il est mieux que le tien, etc., et plus de les regrouper au sein de cette catégorie de la coopérative pour qu'on travaille ensemble, à co-construire des réponses sur des sujets qui sont assez complexes. Donc c'est ça l'idée. On a la catégorie aussi des abonnés, et ça est quand même chez nous la plus représentée, c'est à peu près 90% en fait des sociétaires, parce qu'en fait je m'abonne à l'abonnement téléphonique de Télécoop, je deviens sociétaire et en fait je porte une mission
autour de moi, d'abord, de foyer autour de mes proches, et puis réduire le territoire, et puis ensuite au niveau national, ça peut remonter jusqu'à la coopérative si les personnes souhaitent s'impliquer jusqu'à ce niveau-là. Et voilà. Et après, on a réussi à intégrer des bénévoles, qui est une catégorie de personnes qui s'identifient à la mission, mais qui souhaitent plutôt la porter comme on pourrait porter un projet associatif. C'est là où c'est un peu hybride. Ça, c'est assez atypique dans l'entreprise commerciale d'avoir des gens qui disent « je suis bénévole parce qu'en fait la mission de la structure me parle et j'ai envie de l'investir ». C'est un peu pour donner aussi un exemple précis. Et du coup, la deuxième élément, c'est un peu l'histoire. Comment c'est venu cette idée de dire tiens, on va un peu hybrider une entreprise classique et une asso ou une entreprise d'insertion. Et aujourd'hui, vous êtes du porteur, je crois, de ce modèle-là en France. Alors du coup, moi je ne peux pas répondre au niveau international, mais je peux répondre au niveau français. Les que je vous partageais là, en fait, elles sont issues d'une étude qu'on a faite en 2022. Du coup, c'est un rapport qui a été montré par le gouvernement de voir, c'est que l'État à Accenture et auquel les social mobiles a contribué. Et donc on a analysé une dizaine de job ventures sociales en France. Et en fait, ce qu'on a pu identifier, en fait, c'est 3 phases, si on prend l'histoire. En France, la première phase, c'est l'expérimentation avec une timide création de l'union sociale, mais en créant, mais sans vraiment se rendre compte qu'on le faisait. Donc il y a des exemples comme Janus, par exemple, qui ont commencé à créer, plus par opportunité de marché, je dois dire. Donc là, c'est dans les années 90 où il y a une timide expérimentation autour de la création de ces JVS. Là où ça a commencé à se développer, ce qui est marqué, c'est plutôt les années 2000. Donc là, du coup, on a une petite dizaine de notes sociales qui ont commencé à éclore. Je parlais de Réparsec, du coup, mais il y a également Access Inclusive Tech. Moi, je travaillais sur notre note sociale, c'est je l'ai dit tout à l'heure. Cette note sociale. Access Inclusive Tech. Oui, je le redis parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, qui est issu du coup du mariage de la Fondation Accenture et du groupe Ares, et qui fait du numérique à lever d'ascension, qui peut être vu traditionnellement comme un obstacle à l'emploi. Donc là, c'est vrai qu'ils sont là plutôt dans la deuxième partie, dans les années 2000, un peu en gentil et ça. Et là, dans les années 2020, il y a eu plutôt une petite accélération. Là, en 2022, on a eu, en 2-3 ans, il y a eu 6 journaux sociaux qui ont été co-créés. Du coup, la Fondation Vinci, notamment, et l'Hospitality et le groupe Ares. Et globalement, si je observe des tendances sur les 10 ans, 20 années passées, on constate plutôt que c'est un développement progressif des UTS en France. Aujourd'hui, on en compte 22 d'une nature sociale. Et le terme, il a été surtout posé du coup, dans les années 2000 par Mohamed Yunus, où il a posé vraiment la définition par des lexicales de dire que ces formes hybrides, c'est des jeunes natures sociales. Et du coup, 22 joint ventures sociales en France. Jean-Marc, est-ce que tu sais combien il y a de SIC en France, à peu près aujourd'hui, en ordre de grandeur? Ça se compte en centaines de noms. Le mouvement coopératif de production, le groupe peut-être 1500 coopératives nationales, et les SIC représentent 1500. 1500 SIC en France. Ça donne une idée quand même. C'est comme très minoritaire dans le paysage des entreprises en France. Voilà. Peut-être qu'on peut pas... Attention, il faut faire très attention, ça dépend des secteurs d'activité. Ah, vas-y, ouais, en précision. Alors, prenez par exemple le secteur de la collecte des buteries. En France, des vêtements de seconde main, vous prenez le groupe Le Relais qui est le stock, et leader au niveau effectivement français de son secteur d'activité. De son secteur d'activité. Si vous prenez tout ce qui est effectivement distribution de titres restaurants, de chèques livres, ils sont que 4 opérateurs au niveau français, et le groupe Up fait partie d'un des 4 opérateurs français. Ça dépend aussi des secteurs d'activité qui sont concernés.
Ouais, c'est important parce que c'est petit en quantité par rapport à, par exemple, on a dit la dernière fois en préparant qu'il y a énormément d'entreprises personnelles, par exemple, etc. Et que ça peut plutôt y avoir des modèles qui viennent. Oui, beaucoup d'entreprises unipersonnelles dans le monde économique. Ouais, c'est ça. Pas dans le coopératif. Non, voilà, exactement. Mais du coup, peut-être que là, ça nous permet d'aller doucement vers qu'est-ce que ça permet de faire. Un petit peu, c'était qu'est-ce que ça peut apporter ce modèle-là aujourd'hui. Et je pense que c'est une question qui t'a oublié. On peut aller doucement vers ça. Bah, je pense que ça a été évoqué par rapport au joint venture. C'est la mobilisation effectivement de plusieurs parties prenantes qui ont chacune une expertise et qui veulent conduire ensemble effectivement le projet économique. Donc voilà, mais encore une fois, avec des règles que la finance n'est pas première, c'est pas la primauté effectivement de la rentabilité du capital qui est premier, c'est le développement elle-même de l'activité économique, le développement des emplois, puisque, comme je le précisais en introduction, une partie significative des coopératives, quelle qu'elle soit. Alors après, il y a des dispositions fiscales très particulières, parfois dérogatoires en fonction des coopératives, etc. Mais de toute façon, il y a toujours une partie significative des excédents de gestion qui sont réinvestis dans la société, qui ne peuvent pas être distingués entre les actionnaires, qu'on appelle donc plus actionnaires, qu'on appelle associés ou sociétaires, puisqu'ils ne participent pas effectivement le lien qu'ils ont effectivement avec la coopérative ou la société. C'est ce que disait Colbert, pour revenir aux origines, on a complètement oublié de mon point de vue, c'est d'abord une société, c'est partager ensemble un projet économique. Et donc forcément, il y a des incidences aussi sociales. On ne peut pas comprendre l'économique qui n'a pas d'incidence sociale. Pas possible, quand elle n'est pas. Que ce soit en termes de destruction, que ce soit positif ou négatif. Dès que vous faites de la transformation, dès que vous intervenez sur le vivant, dès que vous intervenez sur l'extérieur, vous faites bouger les choses. Vous avez des impacts. Et Colbert disait, ce qui est important dans un projet, c'est la fiction sociétatiste. J'aime beaucoup, effectivement, c'est comment des personnes ensemble se réunissent, effectivement, pour conduire un projet économique. Et pas pour dire, j'investis de l'argent et je fais ma rentabilité à tout prix, peu importe la notion de projet économique, mais comment je suis partie prenante d'un projet économique. Et c'est terrible de mon point de vue dans le système capitaliste. Quelle est la relation, effectivement, des personnes avec le CAC 40? La seule relation. Comment on peut qualifier l'affection sociétatiste d'une personne qui va, effectivement, prendre des actions chez Vinci? Aucune. Sinon de dire, je suis vachement content, à la fin de l'année, effectivement, j'ai investi 1 000 € et j'aurai peut-être 100 € de dividendes, et puis j'aurai une défiscalisation, etc. C'est le seul lien majoritaire qui découle, effectivement. Alors que dans les coopératives, par exemple, tu l'as bien précisé, dans la CIC que tu diriges, l'important, c'est le projet, effectivement, lui-même, c'est de sortir une nouvelle solution alternative en termes économiques. Alors après, il y a des soucis en termes de mobilisation financière, je suppose, parce que l'environnement n'est pas toujours enclin quand on dit à un financier, écoute, il n'y aura pas de plus-value sur le capital parce que ça n'est pas la vocation, c'est compliqué, puisqu'on est dans un monde où justement le financier en face de vous ne va vivre que des dividendes qu'il perçoit grâce à un investissement qu'il réalise. Bon. Tout à fait. Et là, du coup, tu as cité, j'essaie de synthétiser deux grandes choses que ça permet de faire et un grand frein. Je pense que c'est le majeur de la SIC. Alors, je complète un peu avec Télécom. C'est effectivement un frein important, c'est que nous, on n'est pas dans le modèle classique de la start-up. Allez, on va utiliser un peu ce mot-là, mais dire je lève du capital auprès de business angels qui savent très bien que 9 de leurs investissements sur 10 ne vont jamais revoir l'argent parce que ce sera tout roulé en développement très rapide. Et il va faire peut-être x20, x50. Donc on n'est pas du tout dans ce modèle-là, qui est le modèle dominant aujourd'hui en France de la création d'une start-up.
Donc, du coup, ça interpelle, ça choque, et c'est beaucoup plus compliqué de trouver les capitaux dans ce contexte-là, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui en France, en tout cas. Deux choses que ça permet de faire assez clairement, c'est de créer un lien différent. Tu as parlé de ce lien-là, ce n'est pas que un lien financier, mais un lien humain. Et l'autre, c'est la mission du dirigeant aussi, la mission de l'entreprise. Parce qu'en France, savoir que la mission d'un dirigeant par la loi, c'est de faire fructifier l'investissement de ses actionnaires. C'est-à-dire qu'on pourrait, théoriquement, je ne sais pas si ça a déjà été, attaquer un dirigeant en justice parce qu'il n'a pas pris les décisions qui allaient dans le sens de la rentabilisation purement financière de l'entreprise. Et à mon sens, ce que permet la SIC, c'est de s'éloigner de ça et de dire, en fait, on va prendre en compte pas seulement la pérennisation de l'activité économique, qui est une priorité de l'entreprise, et aussi le bien-être des salariés, les limites planétaires. Peut-être que vous avez entendu parler de la théorie du donut, mais moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour poser des réflexions de façon macro à l'échelle des décisions stratégiques de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a le haut du donut, c'est les limites planétaires, physiques, les ressources énergétiques, les ressources, les minerais, l'espace, l'occupation de l'espace, c'est des limites bien réelles. Si on les dépasse, en fait, on utilise le capital du futur, on brûle des choses qui ne seront pas reconstituées pour les générations futures. Et le bas du donut, c'est la qualité de vie, c'est le monde dans lequel on veut vivre, c'est la solidarité, c'est le partage des ressources minimum pour être en bonne santé, s'alimenter, avoir accès à l'éducation, pouvoir se déplacer, communiquer, enfin voilà, des choses de base. Donc les télécommunications, à mon sens, aujourd'hui, en font partie, et c'est pour ça que j'essaie d'appliquer cette théorie à Télécom. Est-ce que tu veux compléter? Ça serait chouette sur aussi, pareil, peut-être deux grandes choses que la social venture permet de faire un peu grâce à cette hybridation, et peut-être un gros frein majeur, comme ça continue à alimenter les choses. Je me permets de compléter aussi sur la bien sûr. missionnaire. Parce que tout à l'heure, je me disais que le statut juridique, du coup, était posé sur deux jeunes associés, posé sur un classique SAS, etc. Et parce que nous, on accompagne du coup des structures à créer des jeunes ventures sociales. Ce qu'on pose avant tout, c'est de dire que l'actionnaire majoritaire, en fait, ça va être la structure de l'ESS. Donc, typiquement, si on prend un système Tech, quand ça a été co-créé en 2016 par la structure, le groupe ARES, on est parti vraiment que le groupe ARES détient 51%. Les marques majoritaires pour dire c'est du coup garanti, enfin la logique sociale est vraiment garantie par la structure de l'ESS. Juste pour je trouvais ça important. C'est un principe de base, en tout cas, quand on crée de la logique sociale. Et ta question, du coup, c'est sur... Deux choses que ça permet d'accélérer ou de créer ou de faire qui sont différents, on va dire, de créer une boîte classique. Qu'est-ce que ça permet d'activer en termes d'impact ou en termes... Oui, tout à l'heure, la question était posée, soit en termes d'impact, soit en termes de capacité à rapprocher, à travailler ensemble. Alors déjà, c'est un peu un prérequis de se dire que créer une aventure sociale, ce n'est pas une fin en soi, déjà. Il faut créer une aventure sociale, du coup, si on se connaît, c'est qu'il faut que les expertises du coup soient complémentaires, vraiment, et que chacun des acteurs puisse vraiment apporter quelque chose à l'autre. Donc typiquement, pour l'entreprise, ça va être de dire je vais ce que je fais d'acquérir, c'est un enjeu social, par rapport à une activité, c'est la duplication d'activité, c'est un enjeu du coup stratégique et marché. Et côté du coup, le SS, ça veut dire je m'ouvre, ça peut être un enjeu lié à un enjeu territorial, des SMH, d'innovation sociale, d'aller vers je vais accompagner un public vers un autre type d'activité. Donc les enjeux, en fait, je pense aussi qu'il faut se dire, c'est le modèle du coup, il est efficace en termes d'impact et économiquement. Et avant tout, en fait,
c'est la coopération entre deux acteurs. Nous, c'est surtout, je peux dire, on répond à des enjeux stratégiques que chacun des parties a, on les pose, on se met d'accord pour dire jusqu'à où on peut et on doit aller, tac, logique, du coup de marché et de mission, on répond. C'est intéressant le concept du territoire. Tu as un exemple d'une joint venture où il y a par exemple une structure qui a pu aller avoir un impact sur un nouveau territoire de façon peut-être plus rapide ou plus approfondie grâce à ce modèle. Bon, ça peut-être pour donner un exemple de ça, je trouve ça assez chouette. Alors du coup, un territoire vraiment pas forcément un marché. Oui, voilà, tu parlais d'aller vers de nouveaux territoires en fait grâce à ce modèle. Si tu as un exemple, ça peut être intéressant. Je ne sais pas. Et ça peut être un territoire économique aussi. Hein, voilà, typiquement, je reprends du coup des parcelles, mais c'est nous on est en Ile-de-France du coup, et même en France du coup, le reconditionnement, la réparation de l'habitat électroménager, c'est vraiment une niche en fait. C'est un marché très compétitif parce que la main-d'œuvre est rare et coûte cher. Là, le sujet, c'est de dire je ramène des personnes ayant d'emploi vers un métier durable. Et à la fois, en fait, par cette activité, pendant 1 an et demi, 2 ans, ils vont travailler dans ma structure. Je vais les accompagner pour lever du coup, des freins sociaux, des problématiques liées à du logement, de la santé et autres. Mais aussi, j'ai besoin du coup, de rebondir sur le marché de l'emploi et de trouver un emploi, un métier pérenne. À la fois derrière, ce que je dis juste avant, c'est qu'on est aussi sur un marché où il y a besoin de la demande. Et ce parcours du coup d'insertion que l'on propose, c'est une manière aussi de ramener la personne à l'emploi et aussi de développer des compétences sur un métier du coup qui est en tension. Et spécifiquement, je creuse un peu parce que spécifiquement, ce que ce modèle permet de faire, c'est de le faire plus vite, voilà. Peut-être, tu vois, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça a permis? Ça permet du coup de ramener, de répondre à un besoin du coup, RH de métier en tension, sur un marché qui est en développement, et à la fois ça permet de répondre à la mission sociale. Ouais, de la mission sociale de l'asso, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que Jean-Marc, on avait un petit peu évoqué de faire le lien aussi avec le thème de ces jours, de faire ensemble. Du coup, est-ce que sur ton témoignage par rapport au SIC ou aux coopératives, comment ça ramène du faire ensemble dans la société? Est-ce que tu as envie de donner quelques exemples? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça ne m'inspire pas grand-chose comme ça, chaud. Je remets le contexte parce qu'on en avait un petit peu parlé quand on préparait cet atelier. On se disait, finalement, on a un petit peu touché du doigt tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, mais la coopérative d'intérêt collectif, c'est aussi regrouper des acteurs, ça peut être sur un territoire, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, de coopérer, qui ont plus l'habitude d'être des concurrents ou des gens qui se regardent en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe à côté, je sais pas si on va pouvoir vraiment réussir à faire des choses ensemble. Et moi je trouve que cette forme d'organisation met tout le monde un peu au même niveau de l'humain. Quand on arrive dans une coopérative, on n'est pas moi je viens avec plus de capitaux, donc je vais avoir un pouvoir de décision plus important. Et je trouve que ça contribue à une société qui est à construire, à véhiculer des valeurs en tout cas, du faire ensemble, quels que soient finalement les moyens financiers dont on dispose en particulier. Moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la façon de faire vivre la co-construction dans le télécom. Je ne sais pas si toi, tu as vécu des choses un peu de ce type ou si tu as des... Non, j'ai beaucoup de difficultés. Je suis désolé à repérer ce que signifie je ne crois pas, par exemple, à la réunion d'acteurs qui seraient concurrents, je n'ai pas d'exemple en tête concret.
où des acteurs économiques ou financiers seraient en situation de concurrence par le bonheur des choses, je ne sais pas comment, par élimination ou en leur faisant faire un séminaire, on fait une histoire d'équipe, ils se diraient tout ce qu'on fait, on va travailler main dans la main. Je suis désolé. D'accord, non, mais genre, en soi c'est ça aussi que je viens chercher. Hein, ah bon? Ben, on est là aussi pour se dire les choses et essayer de montrer ce qui marche, ce qui aussi sont peut-être des idées qui vont. Ce qui est difficile, je ne connais pas malheureusement. On revient sur les problématiques financières. Je ne connais pas de projets à taille significative, comme une envergure régionale, qui n'ont pas eu, à un moment donné, l'appui d'une fondation ou d'un groupe très insistant qui permettait effectivement le lancement de l'initiative. On parlait tout à l'heure de la difficulté de l'utilisation du financement. Je reviens sur l'exemple du relais. J'aimerais bien que ce soit pas investi, donc c'est pas possible. Si la fondation Emmaüs n'était pas là, le relais n'existerait pas. Comment imaginer même réunir 100 personnes dans une salle, dire écoutez, on va monter à Bruyères-Bussière une chaîne de montage en équivalent, j'ai fait la conversion d'1 million d'euros. Puis on verra bien ce que ça va donner. J'ai le modèle économique, c'est clair, on va récupérer effectivement des vêtements, ils seront battus, on va les valoriser, etc. On va les remettre sur le marché. Et pour faire tout ça, il nous faut un site industriel, il nous faut des camions, il nous faut des bennes de collecte. Si vous n'aviez pas eu à l'époque la Fondation Emmaüs qui a dit, ok, Pierre Bonchet, qui est l'initiateur effectivement, qui a dit ok banco, on met 2 millions d'euros sur la table, donc ça te permettra de lever les financements et de voir si l'expérience elle est valide, en sachant que la première expérience en 1995 a échoué, donc il a fallu remettre l'outil sur le métier. Par contre, la différence avec les joint ventures, c'est qu'ils maîtrisent la totalité de la chaîne de valeur. Je pense qu'il y a quand même, là maintenant, chez le relais, il n'y a pas d'actionnaire autre que la fondation. Elle n'est même pas actionnaire d'ailleurs. Elle est partie prenante, simplement, elle vient dans l'Assemblée générale, elle discute avec les sociétaires, etc. Elle n'a même pas de capital dans la coopérative. Mais là, je maîtrise la totalité de la chaîne de la valeur, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à la commercialisation, la distribution, etc. Je pense qu'il y a une différence. Moi, ce qui m'inquiète parfois, je le dis très nettement, dans les joint ventures sociales, c'est qu'on positionne effectivement cette activité sur un moment donné du secteur d'activité, et pas de la totalité. Si vous prenez Enercom, pareil, vous-même, vous ne commencez pas à dire je suis un service de. Vous dites j'ai mon entité propre, j'ai un projet économique, je veux développer ce projet économique, je n'ai pas effectivement un partenaire. J'entends bien l'alliance métier et sociale, mais je pense qu'il y a une différence effectivement fondamentale. C'est pas un petit segment, et là je reprends Enercom, je reprends Cities qui fait de l'autopartage. Cities est complètement indépendant. Cities n'a pas un actionnaire qui dit à un moment donné, écoute, moi je connais mieux la location de voitures, donc il faut plutôt aller chercher une voiture chez tel loueur, etc. Il y a une indépendance complète. C'est une force ou un frein là, maintenant c'est sur les... Alors, c'est un frein au démarrage, parce que pour acquérir cette indépendance-là, il faut lever des capitaux, ils sont pas faciles. Par contre, une fois qu'effectivement, on a levé les capitaux et que le projet fonctionne, Cities, alors il y a Cities à Lille, Cities à Arras, pas encore effectivement Picardie. Tu sais comment ils ont levé les capitaux, Cities, pour donner un autre exemple, est-ce qu'il y a une fondation derrière, est-ce qu'il y a enfin voilà, pour donner d'autres exemples de
de clés de Alors, succès. les capitaux ont été levés avec l'aide finalement des collectivités locales. Je ne peux pas aller plus loin. D'accord. On a vérifié les gens dans leur En off, je peux expliquer comment ça marche. Mais bon, non. Je me demande s'ils ne se sont pas aussi associés au truc. Cities avait plusieurs agences, donc ils ont reproduit plusieurs loueurs dans la France. Non Alors, ils ont repris leur force. alors Cities, c'est très. Les Cities, d'ailleurs, on n'est pas à cette place. Moi, sur les France, ça ne s'appelait pas Cities, ça s'appelait les villes, ça s'appelait Lila, ville d'autopartage. Bon, très rapidement, c'est ce que dans plusieurs unions régionales, il y avait des expériences comme ça territoriales qui s'étaient développées. Ça posait plusieurs soucis. Le premier souci, c'est toute la technologie embarquée. Donc, à chaque fois, chaque opérateur local essayait de trouver des prestataires locaux, etc. Donc, ils se sont dit, autant le faire ensemble. Autant s'associer et voilà. Trouver une solution technologique qui soit adaptée, qui soit fiable. Avec d'autres soucis, effectivement, lorsque vous êtes petit et que vous avez un prestataire sur du numérique, il peut jouer un peu avec vous. Quand vous êtes 15 au niveau national et que, par contre, vous vous regroupez et que vous dites à un prestataire, attention, c'est toutes les stations, avec l'interconnectivité aussi, il y avait cet enjeu-là. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, quand vous faites de l'autopartage à Strasbourg, c'est le même système embarqué que vous le faites à Lille, que vous le faites à Nice, que vous le faites à Marseille. C'est ce problème-là aussi. Que les voyageurs se préviennent, disant je ne comprends rien, je suis à Lille à autopartage à Lille, j'arrive à Marseille, on m'a dit qu'il y a une société coopérative d'autopartage, j'utilise ma carte Lila, j'arrive, qui marche. Maintenant, ça fait que il y a eu tout ce qui était communication, qui du coup permettait effectivement d'être rassemblés au niveau national. Donc ils ont créé en fait une structure nationale de portage sur des fonctions support telles que les solutions numériques, telles que la communication. Je ne pense pas à la commercialisation. La commercialisation reste effectivement la propriété de chacune des coopératives locales et régionales. Oui, c'est intéressant. Du coup, là, on est sur un modèle, je trouve, de faire ensemble. Alors, c'est sur des territoires différents, mais du coup, il y a quand même des choses de mutualisation, quoi. Est-ce que, on a parlé du coup là du frein, quand même, c'est un véritable relais, le frein, là, on crée les 1 million sur la table. Peut-être que les jeunes ventures sociales, elles ont une autre façon de faire, si j'ai bien compris. C'est qu'en fait, le capital, il vient plutôt de la partie entreprise privée, c'est ça dans le mix, comment on crée, viennent tous les capitaux qui viennent de créer la joint venture sociale en général, ou est-ce qu'il n'y a pas de règles? Oui, moi je me crois. Ça peut répondre qu'il n'y a pas forcément de règles, ça va dépendre du coup des deux partenaires, des trois partenaires. Parce que là, du coup, en tout cas, au niveau du groupe Arès, on s'appuie beaucoup sur un peu d'investissement qui investirait plus ou en démarrage pour nous aider à investir et plus, c'est ça. Quel investissement qu'on investirait plus. Les capitaux sont partagés, du coup, avec les créations, je l'ai donné en illustration tout à l'heure. Donc, pas de difficulté. Si vous voulez créer une jeune manager sociale, on va avoir investir et plus et finance le projet. En tout cas, au démarrage, ils font partie de la stratégie dans les premières années. Ils sont vraiment là pour nous ajuster avec le sujet. C'est génial, ça. Alors, du coup, on en arrive un petit peu à ce qu'on voulait aussi partager, c'est les clés de succès. Et peut-être, on s'était dit peut-être que ça pouvait intéresser certaines personnes dans la salle aussi, partager. Voilà, c'est quoi, en fait, ce qu'on peut tirer en termes de 2-3 clés de succès si je suis dans un groupe qui réfléchit à créer un modèle hybride. Voilà. Est-ce qu'il y a des conseils clés de succès qu'on peut partager? Voilà, là c'est libre. Oui, qui se sont inspirés, allez-y. On utilise aussi l'ouverture et l'inspiration. Je vous arrive les clés de succès qui si les frères en même temps, oui et moi. Ouais. Alors, il y a des succès un peu classiques, mais tout démarrage de projet, mais j'ai envie de dire, poser des ambitions
coup bien communiquer, bien les poser, les formaliser. Donc ça, c'est typique à tout type de projet. Et après, ce qui est peut-être un peu plus subtil du coup et spécifique sur ce type de projet de coopération, c'est de bien se mettre d'accord sur qui attend toi et à quel moment et quel est le niveau d'implication. Donc ça, c'est vraiment un très gros facteur clé de succès parce qu'on est vraiment sur deux mondes quand même assez différents, de tailles qui peuvent être assez hétérogènes. Imaginez bien quand il y a un gros Accenture, une multinationale qui parle à un groupe qui fait 400 personnes, une grosse PME, on va dire, qui pense très social et un autre qui pense très delivery, etc. C'est quand même pas les mêmes mondes. Donc ça c'est clairement c'est bien de bien les poser. Ensuite, deuxième conseil que je donnerais, c'est de dire prendre le temps aussi. Prendre le temps de bien lire le projet. Il y en a beaucoup qui viennent vers nous qui disent je veux faire une convention sociale. C'est pas, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas une fin en soi. Il peut y avoir d'autres modèles de coopération également. Je pourrais développer tout à l'heure, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à monter une JDS pour répondre aux besoins, des enjeux que les acteurs peuvent avoir. Et prendre le temps et quand on demande, on va dire ça pour moi mon conseil chez Sèche-Mobise, c'est entre le moment où le projet mûrit et le moment où il va vraiment naître de terre, ça fait compter un an. Jean-Marc, ma première clé de succès pour moi, c'est l'idée, elle doit se concrétiser par un plan d'affaires. Ce que je m'aperçois bien souvent, c'est qu'on a des porteurs de projets qui ont une idée, mais qui ne veulent pas la décliner, qui résistent à décliner dans un budget prévisionnel avec un plan de financement. Ça, on est dans un modèle économique. Deuxième point, il y a une confusion. Je vais peut-être faire glisser certains ici, mais il y a une confusion entre lucrativité et profitabilité. Une société doit être profitable. Celui qui dit attention, vous faites des bénéfices, c'est scandaleux, mais si vous ne faites pas de bénéfices, vous n'arrivez pas à rembourser le capital emprunté au crédit bancaire. C'est tout. Un banquier, c'est très simple. Vous faites 30 000 € pendant 5 ans d'excédent. Ça veut dire que vous avez du cash dans la société à hauteur de 150 000 €. Je peux vous prêter 150 000 €. Vous faites rien, je ne peux rien vous prêter parce que vous n'allez jamais rembourser. C'est tout bête. Mais on confond constamment la société française et dans la culture profitabilité et lucrativité. La lucrativité, c'est quoi? C'est le partage des bénéfices. C'est-à-dire, par contre, effectivement, je suis intéressé à ce que les bénéfices, une partie, reviennent sur mon investissement. Ce qui est deux choses complètement différentes, avec moi j'ai toujours travaillé dans le secteur associatif, j'ai vécu des choses, mais alors fantastiques, dans mon début de carrière, et qui s'amenuisent de plus en plus au fur et à mesure. C'est terrible. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu des fonctionnaires territoriaux qui avaient des consignes comme quoi il fallait passer dans les comptes d'exploitation une provision pour investissement. En fait, c'était un bénéfice caché. C'est-à-dire que vous disiez, je dépose un dossier à 100, je passe une provision de 15, parce que ça permettait effectivement de confluencer la structure. Et c'était des directives qui étaient écrites. Et puis tout d'un coup, ça a disparu. Et puis maintenant, vous discutez avec n'importe quel fonctionnaire, le budget doit être équilibré. Mais ça a un non-sens. Ça a un non-sens. Un budget ne peut pas être équilibré, sinon je ne peux pas emprunter. J'ai de la trésor. Mais si je n'ai pas de trésor, je fais comment? Après, on vous versera la subvention plus vite. Comme ça, vous pourrez avoir... Non, c'est pas vrai. Alors là... les promesses n'empêchent que ceux qui les écoutent. Quand vous voyez le fonctionnement des collectivités locales, une fois que vous avez déposé le dossier, entre la séance plénière, le conseil municipal, le conseil de communauté, etc., la convention qui vous arrive, il y a 6 mois. Et les gens, manifestement, croient ce type de propos en disant si, on m'a promis que. Non, on m'a promis que, mais ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, c'est les deux aspects.
Maintenant, si vous êtes citoyen et investi dans des fondations, moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il n'y a plus de fondations qui accompagnent des gros projets. On est dans du saupoudrage, on se met dans de la communauté. On aime bien faire des petites choses. Comme ça permet de dire, lisez dans une fondation préférera effectivement dire j'ai financé 100 projets. Quand vous regardez les sommes, des fois, il y a l'intérêt. Ouais, parce que, on a versé 5 000 € pour. C'est rien du tout, 5 000 €. 5 000 €, c'est 5 jours de consultant. Faites intervenir un consultant pendant 5 jours, ça coûte 5 000 €. Donc, un avocat, il tourne à 200 € de l'heure, 250. Donc, vous faites des prestations externes, mais on préfère aujourd'hui, effectivement, saupoudrer ou saucissonner les interventions que de mettre le paquet sur des projets en jeu. Et ça irait beaucoup plus vite, selon moi, si on concentrait effectivement une force, si les fondations concentraient leur force sur 5 projets par an, plutôt que de faire effectivement un petit peu du casino, mais c'est du casino social. C'est je mets un petit peu, et puis là, par hasard, sur les 100 projets que j'ai financés, il y en a 20 qui sortent de terre qui sont beaux. Alors ça va, je vais pouvoir les mettre dans ma plaquette, et puis je vais pouvoir en plus dire que c'est grâce à moi qu'ils sont nés. Mais bon, ça c'est de la com, c'est du marketing. C'est pas effectivement de la finance, c'est du développement économique. Eh ben merci beaucoup. Turku, là on a passé cette première heure ensemble, un petit peu je pense à répondre aux premières attentes de compréhension générale. Est-ce que déjà maintenant il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole pour poser une question ou réagir par rapport à ce qu'on vient de dire? Alors il y a du cas, mais pas trop. Il y a du cas, moi, je peux répéter aussi la question Ce que j'ai dit, pour les cas, vous répétez juste les pour le lien. Ou sinon, je peux. J'en ai Non, ça, c'est le moment. Alors celui-là, il est où? C'est celui-ci. C'est celui-là. Alors, ça vous laisse le temps de réfléchir. Oui, c'est le problème. Voilà. Pour celui-là, c'est plus simple. Oui, voilà. Donc pour celui-là. Celui-là, il est détaché celui-ci. Voilà, comme ça. Bon, en attendant, je vérifie. Donc, mieux comprendre les modèles existants et leur complémentarité, je pense qu'on y a touché. Comprendre la géométrie sociale, on en a parlé. Les enjeux, perspectives limites, de l'hybridation des modèles. Approfondir les précisions du modèle. Mobiliser une multiplicité d'acteurs différents. On en a un peu parlé, peut-être qu'il y aura des questions dans ce sens sur les collectivités, on y a touché très légèrement. Et découvrir comment ça peut pousser les entreprises plus dans l'impact. On n'a peut-être pas énormément parlé, on verra. Donc allez-y. Première question, je vous en prie. Vous pouvez vous présenter, puis. Moi, je veux venir, je pense que. C'est juste pour les enfants. C'est oui, c'est juste pour les enfants. Entre eux, il faut parler normal. Donc, Marie-Bolonais travaille chez Matera. Il y a une coopérative dans les Hauts-de-France et en France, en fait, sur quel territoire on a la transition de l'économie, notamment avec cet enjeu de mettre en coopération des parties prenantes différentes. Et je suis très national pour l'échange, c'est le mot coopération et c'est une manière de faire différente. Et d'efforts, et me demander comment est-ce que dans la réalité du quotidien et des projets, parce que c'est la coopération, on dit que c'est une expression sociale de la complexité, dans le sens où on est des humains complexes et la coopérer, mettre notre problématique au centre avant de nous faire la personnalité, c'est pas facile. Et je me demandais comment est-ce que dans le projet quotidien, à la fois c'était dans les stocks et ici, comment est-ce que ça se matérialisait cette coopération, les difficultés, comment est-ce qu'on a fait des soins pour les liens du projet, dans est-ce que vous avez des retours, des expériences, qu'est-ce que vous avez vécu chez vous sur ça? Ouais, s'il y a d'autres, on va prendre plusieurs réflexions comme ça à la suite. Et... Ouais. Bon, je vais ça va
Donc, fixe, mélangé. Donc, moi, j'ai un peu plus au Québec. Je fais là sur mon modèle économique alternatif. Puis, je me demandais, parce que pour la joint venture sociale, au niveau de la question du financement, la réponse semblait simple. Donc, pour pouvoir investir plus. C'est qui ça? C'est quoi leur rôle? D'où ils ont leur capital? Quels sont finalement leurs... pourquoi eux investissent dans ce genre de projet-là? Peut-être de lui montrer leur Super, ici. Non, j'ai une autre question. Allez, trois questions. Ah bah oui. Pas hésiter à... Non, voilà. Moi, je fais partie d'un grand groupe. Je suis dans le cadre justement de ces objectifs RSE, RTE. Ça m'intéresse parce qu'on peut monter au niveau territorial autour de l'ESS. Donc, je confirme effectivement qu'il y a du saupoudrage parce que ça permet aussi de montrer un impact territorial plus important et que malgré tout, même si les objectifs RSE sont très importants, que le financement, même pour un groupe, il n'est pas forcément évident d'aller dire mais j'ai besoin de 100 000, voire 100 000, enfin des gros montants à négocier avec les directions financières pour dire il y a un projet important, c'est peut-être ESS, tout ça. Ah, bah non, il n'y aura pas ce million-là. Voilà, donc c'est juste une réflexion. Mais effectivement, je pense que tous ces modèles mixtes, hybrides et d'autres, parce qu'il y a du financement aussi qui est venu par des organismes publics, à travers la digitalisation et ce genre de choses. Et sur ce drive oblige aussi à aller chercher un peu partout un petit bout de financement. C'est une réflexion. Ok, merci. Alors, est-ce que ça... Ah, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu veux réagir sur le commentaire? C'est pas une question, mais le commentaire. Oh, je pense que ça... c'est tout a été dit. Ok. Non, sur la question effectivement de l'alliance des parties prenantes, moi je pense qu'un projet réussi, c'est aussi un projet qui s'explicite simplement. Alors pas de façon simpliste, mais simplement. Moi j'ai toujours en mémoire l'expérience des NERCOP, où lorsque l'ENERCOP s'est créé, l'ENERCOP a dit deux choses. Il y avait aussi une alliance qui était très intéressante dans leur projet, qui était d'un côté, on va distribuer de l'énergie verte, et on pourrait se contenter de ça. Pour moi, c'est du social business. C'est facile, hein. On va chercher une énergie verte chez EDF, à Toulouse, et puis on la revend des consommateurs, on dit regardez, je suis un intermédiaire pour vendre l'énergie verte. Et leur projet, ce n'était pas que ça, c'était de dire, mais on va s'engager aussi d'un autre côté à accompagner des producteurs d'énergie verte pour avoir le même volume de production d'énergie verte. Donc on sera en même temps, on aura un impact sur, non pas simplement une solution intermédiaire, une commercialisation de l'énergie existante, mais on va contribuer à développer, et c'était ce volet-là qui était le plus difficile. Parce qu'à l'époque, il y a ça 10 ans, distribuer mon énergie verte, c'était pas compliqué. Je ne sais pas, ça s'appelait encore EDF et pas ENGIE. Tu vas bien? Ça va bien? Non. Je pense que c'est l'alliance qui était un vrai enjeu. Alors bien évidemment, vous allez me dire, oui mais attendez, quand un producteur produit de l'énergie verte grâce à une petite centrale hydroélectrique, il n'alimente pas les maisons du coin, ça redistribue dans le réseau. Mais il y a quand même un système effectivement de vérification qui est contrôlé par une commission éthique. Il y a des paramètres effectivement, combien ils injectent dans le réseau effectivement d'énergie verte, qu'est-ce qu'ils distribuent. Et j'ai trouvé ça au départ, et tout de suite,
Il y a eu 400 sociétaires qui se sont présentés parce que je pense que c'était l'originalité. Il se serait positionné uniquement comme distributeur et de dire je suis un distributeur, mais je m'engage à favoriser le développement, surtout en Haute-France. Quand vous êtes en Rhône-Alpes, c'est assez simple, il y a beaucoup de centrales hydroélectriques. Quand vous êtes en Haute-France, le soleil, c'est pas génial quand même si on dit toujours à la télé, il fait très beau dans les France, quand le niveau de l'être à Montpellier, la durée d'ensoleillement est plus forte et plus longue. Donc il y avait, et ça a montré un engouement effectivement, dès le démarrage de 400 sociétaires qui sont à Enercop et qui favorisent effectivement ce développement de la production énergétique et de la consommation énergétique d'origine renouvelable. Je vais rebondir, tu peux rebondir dans le sens où je vais le répéter aussi. Hein. Ouais, oui, parce que je comprends. Ce que vous dites, c'est que la première chose, c'est l'alliance des enjeux autour de l'énergie. Là, c'était l'énergie verte, l'alliance des enjeux à la fois de la production d'énergie et de la distribution d'énergie. Et ça a été mis en commun. Et du coup, ça a permis de... La remarque, c'est d'avoir mis en parallèle l'enjeu de distribution et l'enjeu de production sur les énergies vertes, dans le secteur de l'énergie verte. Il y avait une autre question, réaction? Oui. Ici. Bonjour, je m'appelle Léa. Moi, je travaille sur la question du tiers-lieu depuis une dizaine d'années. Depuis avant le moment, on a commencé à parler de tiers-lieu en France, avant les programmes d'État. Donc moi, j'ai une perspective sur l'hybridation qui est plus une approche des lieux et de la transversalité de l'ensemble des sujets de l'ESS. Et comment est-ce qu'on arrive à recréer des espaces de mise en commun, de coopération, de mutualisation, que ce soit dans nos structures, dans nos lieux, dans nos manières de faire, dans nos gouvernances coopératives. Donc c'est vrai que du coup, je m'attendais à un sujet plus sur qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, qu'est-ce qu'on peut hybrider dans nos structures, et qu'est-ce qu'on peut espérer de cette hybridation. Mais je suis très curieuse de savoir comment s'est créé Télécom. En fait, je ne savais pas que vous existiez. Et je suis assez curieuse de savoir comment, dans un marché effectivement aussi concurrentiel, hyper capitaliste des télécoms, on peut penser des espaces de commun, d'hybridation. Donc comment ça s'est passé pour vous? Si vous pouvez me parler peut-être de la jeunesse de cette structure, et j'aimerais bien avoir un peu votre histoire. Ok. Je le note. Merci. Et je pense que j'y répondrai en même temps que comment perdu la coopération. Je voudrais juste qu'on puisse répondre aux questions, on les oublie, qui ont déjà été posées, et je reviens à cette question-là. Il y avait la question sur investir et plus. Peut-être que Julie, tu peux y répondre. Moi, je vais y répondre. Je pense que je n'ai pas beaucoup de mais suivant les équipes, en fait, ce que je disais, c'est qu'investir et plus, c'est un acteur, du coup, c'est un fonds d'investissement qui finance du coup les projets dans l'économie sociale et solidaire et qui nous ont beaucoup aidé du coup au sein du groupe Barès à monter du coup à faire le montage financier et juridique. Et du coup, ça a fait pour moi partie des facteurs de succès. Mais sinon, vu que j'ai dit que c'était du coup un modèle du coup classique SAS, SA, enfin en termes de partage actionnariat, la seule chose que je peux apporter dans nos valeurs, c'est de me dire qu'il faut du coup établir, c'est surtout que l'acteur du coup ESS il soit majoritaire dans les parts. C'est un fonds à impact, tu en sais un peu plus sur investir et plus ou pas particulièrement Moi, j'ai été au comité stratégique avec moi pendant 3 ans quand j'étais chez ATC Inclusive Tech, acteur de financement, fonds d'investissement sur les projets entrepreneuriaux. Et oui, je sais pas. Et beaucoup en phase d'amorçage. Ouais. C'est un fonds spécialisé dans la phase d'amorçage au tout début, qui prend un niveau de risque, j'imagine, qui a l'habitude de prendre un niveau de risque supérieur à des fonds plus de maturité. Oui, voilà. Du coup, ouais, je vais répondre. Moi, il y a deux questions qui m'ont parlé, c'est comment faire vivre la coopération, et puis bon, je peux aller de la jeunesse de Télécom. Et j'essaie de faire le lien entre les deux, parce que il y a une alliance à laquelle j'ai participé de sa création, ça s'appelle les Licornes avec 2 O. C'est une alliance de coopératives d'intérêt collectif, mais pas que, c'est une alliance de structures qui veulent transformer radicalement l'économie en proposant une forme d'entreprise différente.
Alors, principalement, on est des SIC, mais c'est pas que le statut qui fait la vertu, comme on dit. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être des entreprises qui sont présentes sur tout le territoire. On a un besoin de grande consommation. Voilà, ça peut être mobilité, transport, énergie. Donc, Enercom en fait partie. Cities, qu'on a déjà mentionné, en fait partie. Les tilleuls en fait partie. Les tilleuls. Les tilleuls. Les tilleuls, pas encore, je crois. Il y a du coup Télécope, il y a la Belle Emmaüs, il y a la Nef, il y a 12 structures aujourd'hui qui en font partie. Et je cite ça parce qu'en fait, ce qu'on fait avec la licorne, c'est à la fois on se regroupe pour faire un plaidoyer en commun, donc sur la transformation de l'économie, et dire qu'en fait, pour transformer l'économie en profondeur, on a besoin pour ce type de structure de lever les freins du financement dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une des choses qu'on fait ensemble, plutôt que de le faire chacun dans son coin. Mais on mutualise aussi des ressources très concrètes, quoi. Donc des outils, des choses dont on a besoin pour fonctionner. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du sociétariat. C'est vrai que finalement, si chacun fait sa petite tambouille de son côté sur la façon d'animer le sociétariat ou des outils qui permettent de faire vivre la communauté des sociétaires, etc. En fait, en réalité, en se mettant en commun, on va faire une fois un investissement pour créer un outil, voire faire des recrutements de postes partagés entre les structures qui donnent du sens et de la cohérence, hein, parce qu'en fait, il y a dans les licornes à la fois des grosses structures, enfin, 150, 200 salariés qui existent depuis plus de 10 ans, et des structures comme Télécope qui existent depuis moins de 5 ans et qui n'ont que 10 salariés. Et du coup, ça permet, en se regroupant sous l'alliance des licornes, ça permet de mutualiser aussi des connaissances, de mettre en commun des connaissances sans appauvrir qui que ce soit. Donc ça c'est fort, c'est-à-dire on n'est pas en train d'appauvrir, mais par contre on crée de la valeur ensemble. Et comme on est sur des secteurs qui sont différents mais complémentaires, on arrive aussi à créer de la valeur pour les utilisateurs et bénéficiaires de nos services grâce à l'Alliance des licornes. Donc un exemple, c'est il y a Common, qui est une coopérative qui fait de la location d'appareils électroniques et qui ne font pas de vente, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'économie de la fonctionnalité. Donc un ordinateur ou un téléphone que vous louez chez eux, il a pour objectif de vivre à l'infini. Bon, c'est la théorie là, évidemment, mais ils vont mettre en place tous les moyens et les ressources nécessaires pour que cet appareil-là vive le plus longtemps possible. Donc c'est de la location sans option d'achat. Ça existe quasiment pas en fait. Pour les voitures, pour les ordi, pour tout. En fait, ce qu'on fait sans vraiment le savoir, c'est de l'achat déguisé. Parce qu'en fait, au bout de 2 ans, hop, ça y est, il avoue que téléphone, quand vous prenez des trucs à 1 euro là, chez un opérateur, ou pareil, quand vous faites du leasing, une bagnole, etc. Avec tous les services. Et du coup, avec Common, on a créé une offre en commun entre Télécope et Common, parce que ça a du sens quand on a un téléphone, alors le forfait qui va avec. Et en mutualisant nos coûts, on arrive à faire bénéficier finalement aux utilisateurs de nos services en commun d'une réduction financière. En fait, c'est concret, c'est palpable. Bon. Et c'est grâce à cette façon de fonctionner, je pense qu'on ne peut pas avoir en dehors de ce cercle, parce que ça nécessite aussi de passer du temps ensemble et de coopérer pour se connaître de façon suffisamment intime et transparent. On n'a pas beaucoup le mot transparent avant de le sortir, mais je le dis là, parce qu'en fait, finalement, des fois, quand on est entrepreneur ou on travaille dans une boîte, on a l'impression on est tout confidentiel, faut pas. Si on raconte tout, on va être copié, les autres vont faire pareil et tout. Et en fait, une des clés, en tout cas, du fonctionnement un petit peu ensemble et de la coopération, c'est aussi de livrer ses points forts et ses faiblesses. C'est quelque part chose qu'on n'ose pas trop faire dans le champ économique de façon traditionnelle. C'est rare qu'une boîte dise « Ah, ça, je sais pas bien le faire ». Et en fait, en disant ça et en le partageant, on se met un peu à risque. C'est vrai, parce que c'est chaud, ça peut être surprenant, mais on se met aussi en une posture de demander de l'aide. Et ça, c'est très atypique, mais je trouve que c'est assez fort comme levier.
Et on le pratique beaucoup au sein de l'Alliance des licornes, mais aussi au-delà. En fait, pas besoin d'être une licorne. En fait, hein. Bon, pour ça, je donné cet exemple-là parce qu'on a voulu le formaliser d'une façon plus formelle. Ça marche aussi dans l'informel. Quand on parle de ce qui et je pense que la forme de SIC, en tout cas pour Télécope, nous permet ça. En fait, on se permet de dire à nos 1500 sociétaires, ah, ça, c'est compliqué, on n'y arrive pas, est-ce que vous avez décidé? Et en fait, là, ça mobilise la société civile et aussi des gens qu'on n'aurait pas attendu. Ah, mais moi, en fait, je suis adjoint au maire de Belleville et on a eu cette problématique. Et là, on crée un lien avec le territoire. Où je suis moi-même salarié dans une entreprise qui propose des choses. Ah bah oui, très bien, peut-être que votre entreprise peut rentrer dans la catégorie de sociétaires et partenaires et s'impliquer dans la co-construction du projet de Télécom. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je pourrais dire un peu sur comment faire vivre la coopération. Il y a plein de moyens, il y a à travers les catégories de sociétaires, il y a à travers la création d'alliances avec des gens complémentaires. C'est deux exemples qui me viennent en tête. Voilà. Et sur l'historique de Télécope, au départ, l'histoire, c'est un peu la même histoire que l'Enercop. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait rien. On avait un bout de papier, on a écrit ce projet, dire, en fait, entre guillemets, il y a des acteurs de transformation de l'économie dans des secteurs ultra compétitifs, comme le secteur de la fourniture d'énergie, comme dans le secteur de la banque, comme dans le secteur des biens de consommation courante, la mobilité. Mais il n'y a plus d'acteurs de l'intérêt collectif et encore moins de l'intérêt général dans les télécoms depuis la privatisation de France Télécom. Je pense que si France Télécom n'avait pas été privatisée, il n'y aurait jamais eu de télécom quelque part. Parce que en fait, il y a quand même des dérives qui nous ont choqués en tant que citoyens, et moi je me mets dedans, hein, c'est pour ça que j'ai participé à la création de Télécom, chez les opérateurs télécoms, sur tous les aspects de surconsommation. Et on a démarré comme ça le projet, c'est-à-dire en observant tout simplement les excès qu'il y a eu sur les politiques de ressources humaines. Peut-être tout le monde n'a pas en tête des vagues de suicides chez France Télécom à l'époque, chez les salariés. C'est extrêmement choquant ce qui s'est passé. Il y a eu aussi des offres qui poussent à la surconsommation d'appareils électroniques, alors que aujourd'hui, les ressources physiques sont extrêmement limitées dans des zones de guerre, dans des zones où, en fait, si on va loin, en fait, on peut dire que, en tant qu'opérateur télécom, on est un peu responsable de ce qui se passe finalement dans des zones de conflit sur l'extraction des ressources. Parce que en créant un modèle économique de téléphone à 1 euro, en France, je ne sais pas comment c'est au Canada, c'est pas intéressant, mais en France, les opérateurs télécoms, ils ont poussé à la consommation d'appareils électroniques comme ça pendant des années, et toujours aujourd'hui, en proposant des téléphones à 1 euro. En fait, on payait de façon indirecte pendant 2 ans, mais on s'engageait pendant 2 ans, en fait, à payer un peu plus cher. Donc ça revenait au même. Mais en fait, ça a créé un phénomène de surconsommation. Et puis, enfin, la consommation du numérique qui est immatérielle n'est pas immatérielle, mais on la vend comme si c'était une ressource infinie. C'est-à-dire qu'on ne va jamais proposer de se dire, mais de quoi j'ai besoin? On va toujours plutôt proposer, ben, j'achète une box. On ne va jamais dire, j'achète une box pour répondre à mes besoins. Je loue une box et en fait, je me fiche de savoir si je le laisse tourner YouTube en permanence ou des sources d'usage de data center qui vont en fait derrière générer des nouveaux besoins d'infrastructure, générer des nouveaux besoins de déploiement d'appareils physiques. Donc, du coup, on est parti de ça en tant que citoyen. C'est vraiment la genèse. Désolé, j'ai fait un peu un rallongé là, pour venir sur la cause qui nous a animés. Et le projet qui démarrait comme ça, moi je ne viens pas des télécoms, je suis ingénieur, mais je ne suis pas dans mon domaine. Mais c'est cette révolte citoyenne et de parler à des gens qui, ah ouais, et puis en plus de ça, le service, la qualité de service, elle est pourrie quoi. Dès que j'ai un problème, on m'envoie chier.
En gros, c'était la combinaison de ça. Donc, ça veut dire à la fois pas de respect des utilisateurs du service et à la fois il n'y a pas de respect de la planète et des limites. Bah, il y a un problème. Et il n'y a aucun acteur en France. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Du coup, à force de parler, c'est vraiment un coopératif qui a été créé par les citoyens au départ. Et les premiers 50 personnes, toi tu disais 300 personnes, nous c'était 50 personnes. Il y a eu 50 personnes sociétaires qui ont cru au truc, qui ont dit bah ouais, faut essayer. Et c'est comme ça que Télécope a démarré avec 0 €. En fait, les 50 premières personnes ont mis chacun 10 €. Et puis ça a permis de lancer les premiers investissements pour pouvoir louer des capacités d'utilisation du réseau Orange. Alors, comme fait Free, comme font en fait tous les opérateurs le font en fait, hein, ça s'appelle des opérateurs mobiles virtuels. Donc évidemment, s'il avait fallu créer un réseau physique sur toute la France, bon, on parle de milliards. Donc, et en plus, c'est non-sens écologique finalement. Aujourd'hui, d'ailleurs, la tendance elle est à regroupement à l'utilisation des réseaux. Heureusement. Après ces années, sur un étoile vous voyez 4 antennes différentes, parce que tous les opérateurs veulent avoir leur crédit. Bref, voilà un petit peu comment on est arrivé. Ça, c'était quand? Et c'était en 2020. L'époque est depuis 2020. Et puis, de fil en aiguille, on a beaucoup autofinancé notre développement et avec le sociétariat, quasiment uniquement le sociétariat de citoyens. Il y a assez peu d'acteurs. Il n'y a pas d'intérêt institutionnel dans notre capital, très peu. Mais par contre, il y a par exemple d'autres licornes. C'est-à-dire qu'entre licornes, on fait aussi de l'intercoopération en termes d'échange de capitaux. Donc voilà, ça permet d'augmenter le capital social et créer du lien aussi sur le financier. Voilà. Donc j'étais un peu long, mais est-ce que tu avais d'autres éléments sur comment faire vivre la coopération, parce que je pense que sur Social Hobbies, tu n'as pas trop touché encore à cette question. Oui, justement, il y avait 2 postes sur lesquels je voulais réagir. Du coup, c'était donc ta question sur un peu retour d'expérience autour de la coopération, et le sujet d'interview qui fait un peu écho en sujet sur lequel je travaille en ce moment. En fait, alors, si je ne me trompe pas, tout à l'heure, tu as dit que la coopération, c'est aussi mettre de côté un peu son intérêt individuel au sein du collectif. Et j'ai envie d'aller un peu à l'encontre de ça en disant, en fait, j'espère que non, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la coopération, c'est répondre à un enjeu par rapport à des besoins, des intérêts que les deux actionnaires, les deux acteurs ont. Sinon, si tu ne reposes pas et que les ambitions et les besoins ne sont pas posés, définis et clairs, ça ne va pas marcher. Et on va se retrouver, un des acteurs va se retrouver forcément frustré. Donc ça, c'est peut-être un des prérequis. Et qui, d'ailleurs, je pense, pour certaines des coopérations que j'ai pu citer, pu mener à une difficulté, des coûts et des frustrations d'acteurs de part et d'autre. Et après, je voulais, là, je pense à répondre à quelques questions. Je trouve que c'est intéressant, du coup, de vous partager quels sont les différents types de coopération. Le modèle de coopération, je disais tout à l'heure, c'était pas une fin en soi, du coup, de dire qu'on va créer une bonne sociale, de dire on va aller jusqu'au mariage. J'utilise parfois ce terme, mais c'est plus représentatif, mais on est juste que le mariage entre un acteur de l'ESS et une entreprise dite classique. Il y a je ne sais pas si vous pouvez dire, le RAMO, en fait, c'est un observatoire, du coup, qui étudie les sujets de l'opération. Ils sont présents d'ailleurs aujourd'hui, je explique à l'atelier Isaac et ils sont présents. Et ils ont posé en fait les différents niveaux de coopération. On a 4 du coup. Le premier, c'est celui de solidarité qui arrive dans les années 90. Typiquement, ça va être le mécénat d'entreprise. C'est un échange du coup dans la partie vers un autre. Le deuxième niveau, du coup, il est plus dans le développement et la mise en place de nouveaux types de RSE ou RTE.
ça va être de dire je mets en place une politique d'achat responsable. Ça veut dire je change en fait mes pratiques. Le troisième niveau, ça va être la coopération économique. Je suis en train de mettre en place du coup une offre de services commune. J'ai un besoin du coup de recrutement. Je vais voir une structure d'insertion qui pourrait peut-être m'aider du coup, à monter un projet de formation et je vais créer une académie, pour dire je vais sourcer, je vais répondre à un besoin du coup d'un métier en tension. Et le dernier du coup palier, le niveau 4 de coopération, qui est vraiment dans l'innovation sociale, ça va dire je peux aller jusqu'à la question de l'innovation sociale, mais je peux aussi mettre en commun ma R&D, ça va être vraiment des sujets d'innovation sociale. Du coup, chez chaque lobbyiste, effectivement, on ne dit pas qu'il y a un modèle qui est mieux qu'un autre, on liste ces modèles, et que tous les acteurs ne sont pas amenés à tous à créer des JVS, mais qu'elles peuvent, du coup, en fonction des besoins, identifier des enjeux, adresser un de ces modalités. Est-ce que vous faites de l'accompagnement? Alors, on t'as pas parlé de ce que oui, vous proposez, tu peux en dire 2 mots parce que ça peut peut-être intéresser ça. Ouais, ce que j'ai dit au début, c'est qu'on était. On avait joué à la genèse du groupe Jacobis un rôle un peu de plus sur les jeunes vertus sociales pour diffuser le modèle, pour faire pédagogie et un peu en recherche de développement. Et là, du coup, forme de l'accompagnement, de sollicitation, on est surtout acteurs aujourd'hui de l'accompagnement et accélérateurs sur les partenariats impact. Donc tout à l'heure, on parlait de tiers-lieux. C'est vrai que moi, maintenant, je suis sollicité par une des régions qui me demande de travailler sur les lieux de coopération, en fait, et du coup, il nous explicite vraiment arrêter de parler de tiers-lieux, parce que c'est un peu un mot fourre-tout. Derrière, par lieu de tiers-lieux, qui en met un peu tout dedans, ça peut être un lieu où c'est juste un café, et en fait, les gens vont appeler ça un tiers-lieu. Et derrière, cette région, je ne vois pas forcément, elle nous demande de travailler sur comment accompagner du coup les lieux de coopération qui deviennent vraiment, il y a un sujet déjà de sémantique, de définition, et puis il y a aussi du coup quel type d'accompagnement on peut mener pour ça devient vraiment des lieux de rencontres, de synergie, d'échanges. Et peut-être que je peux illustrer j'ai pas du coup la prétention de dire que je connais tous les types de tiers-lieux, mais l'année dernière, on a accompagné 3 tiers-lieux, 10 lieux de coopération. Je vais faire du temps par la région si je viens par tiers-lieu. Et les sujets, en fait, ils étaient beaucoup liés à un modèle économique et comment, du coup, je travaille avec mon territoire et les acteurs en place. Nous, on travaille sur un diagnostic. On nous a demandé de faire des études, des entretiens, des analyses pour voir comment modéliser, du coup, la vente de matériaux et à la fois ramener des personnes éloignées de l'emploi pour un objet du coup qui permet de répondre au triptyque et du coup RSE, social, environnemental, et derrière le vendre du coup à une entreprise classique. En fait, ça c'est une alliance, une multiple alliance du coup, entre un lieu à la coopération qui ramène aussi des personnes éloignées de l'emploi autour et qui permet du coup une économie marchande avec un lien économique, un opérateur économique vers une entreprise et qui fait vivre le tiers. Peut-être si je peux préciser, si je peux apporter une précision sur la question de la définition de tiers-lieu. Juste pour ceux qui restent, tout le week-end, le samedi 1er juin, la journée va être dédiée notamment à l'hybridation et au lieu des communs, donc on va avoir beaucoup de temps d'en débattre et d'en parler. Et si je peux me permettre, pour moi, le questionnement sur les tiers-lieux, il est plutôt sur la définition qui pour moi place le questionnement au mauvais endroit, mais plus sur les intentionnalités et sur les valeurs qui sont portées par ces lieux et les modèles de redistribution de valeur, justement quand on parle des modèles économiques. Et c'est entre guillemets le timing qui permet de faire la différence entre un coworking qui s'appelle tiers-lieu et un espace qui est un centre social ou un EHPAD, mais qui a des valeurs tiers-lieu ou qui est dans une approche d'ancrage territorial, d'hybridation des services, de rencontre des publics, de diversité, d'inclusion, etc. Juste précision là-dessus. Et sur la partie émergée de l'iceberg, effectivement, il y a l'hybridation des services, et donc en découle de cette hybridation de services, l'hybridation du modèle économique, l'hybridation et la diversification des publics, des questionnements de collaboration, de diversification, etc. Mais le cœur de l'approche tiers-lieu, c'est vraiment une intentionnalité transformatrice et des usages coopératifs.
Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a des tiers-lieux SIC aujourd'hui? Un exemple. La Bague de Mer, Marseille, qui vient de devenir SIC. Ok. Les coporteurs dans les Hauts-de-France et tout le réseau de compagnies de tiers-lieux, etc., ils vont vers des modèles de SIC. C'est un bon modèle pour un tiers-lieu selon vous? Ça dépend de l'échelle, Ça dépend de l'échelle du lieu. Cette question de modèle juridique, elle est vraiment ultra spécifique pour un petit tiers-lieu de quartier. C'est pas forcément facile de passer par une SIC, comme de passer par une association et entrer dans son CA, des membres de la collectivité, des entreprises partenaires, des artistes en résidence, peu importe. Donc c'est pas tant. Est-ce que c'est pertinent pour les tiers-lieux? Il y a des tiers-lieux pour lesquels c'est pertinent. Il y a des questions de l'échelle du modèle économique, de la multiplicité des parties prenantes en jeu, mais il y a de plus en plus de tiers-lieux qui vont vers ce modèle-là. Il y a d'ailleurs un podcast qui s'appelle Ça part en SIC, qui a été produit d'ailleurs par la compagnie des tiers-lieux et qui parle des tiers-lieux qui sont en train de transitionner vers le modèle aussi. Super intéressant. Peut-être une bonne transition, je remarque, parce que je ne sais pas si on a beaucoup parlé de l'accompagnement que propose l'Union régionale des SCOP, peut-être par des tiers-lieux ou d'autres. Hein. Pour des tiers-lieux ou d'autres. On a créé une association syndicale financée majoritairement par des membres, puisque 3/4 de nos subsides, c'est les membres adhérents qui les apportent. On réalise tout ce qui est accompagnement économique, financier, fiscal, sociétal et stratégique, que ce soit à la création, à la consolidation, à la pérennisation et au développement des adhérents des sociétés coopératives SCOP et SIC de la région de France. Du coup, c'est au niveau national, c'est organisé par région. Il y en a une par région, et en fonction, enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être des gens qui sont en fonction d'une région par de personnes, voilà, je reste là, niveau régional, qui est domicilié sur la région d'appartenance. Et si votre projet est sur une autre région, quand on fera une lien avec l'autre union régionale, ils vont dire, écoutez, vous habitez peut-être à Château-Thierry, mais vous avez un projet à Reims, donc on va vous mettre en relation avec l'UR-Est, puisque ce n'est pas le domicile de la personne qui compte le domicile, la domiciliation du projet. Merci. Du coup, on arrive un peu sur la fin de la session. Est-ce qu'on peut encore le temps? On a jusqu'à 45, si j'ai bien noté. Hein. Dans 50. 5. Ok, est-ce qu'il y a encore des réactions, des questions suite à ce qu'on vient de se dire? Est-ce que vous avez envie de réagir un peu plus? Parce qu'on avait prévu éventuellement de faire un petit atelier un peu dynamique, mais je ne sais pas si on a le temps, avec le temps qui nous reste. Je voulais animer en mode codev. Ça peut être marrant si on a le temps de le faire. Oui, si quelqu'un a une problématique, je ne sais pas si vous êtes familier à cette méthode, on a des choses collectives, de dire on vient avec des problématiques et du coup, avec une méthode de segmentation de la pensée, la problématique est portée par un consultant, par un client, on va dire, et les autres, du coup, jouent le rôle de consultant. Et c'est vrai que par rapport au temps qu'on a, nous, on pourrait faire un flash modèle. Mais en fait, il y a une problématique on s'était dit qu'en lien, là, c'était de savoir si vous avez un enjeu, du coup, sur les sujets de dégradation de modèle, si ça peut, du coup, vous aider, et puis que nous puissions aussi apporter nos retours d'expérience durant ce tour. On cherche une problématique, du coup, que ça vous a inspiré. Alors, on dit, tiens, moi, je changerais bien un truc, soit dans ma boîte, soit je suis engagé dans une structure, et finalement, on a des freins, ça pourrait lever certains des freins par rapport à ce qu'on vient de raconter. C'est ça qu'on cherche. Je sais pas, parce que c'est ce qui parlait tout à l'heure de comment, du coup, déployer une politique ou définir une politique à la SERTE, par quel biais ou
Pour nous, on l'a défini comme intégrale. D'accord, donc vous avez beaucoup de. Elle est cadrée. Elle est cadrée, mais Ça parle de quelle entreprise? alors, du coup, est-ce qu'il y a un sujet. Mais non, On n'a pas le droit. bah non, d'accord. D'accord. Non. Non, mais Bah oui. on va pas la Alors, est-ce qu'on peut faire du off maintenant? Alors, Oui, on va oui, les arrêter oui. pour vous. Et en fait, du coup, je voudrais quand même qu'on applaudisse tout le monde. Merci beaucoup pour cet échange. Et j'espère que chacun repart avec un petit quelque chose qui va pouvoir ensuite diffuser sur le reste des 3 jours. Parce que là, on a eu quand même la lourde charge de démarrer, de lancer cette session, mais il va y en avoir plein d'autres, je pense, passionnants. On peut faire un dernier tour si tu veux dire un dernier mot ou. Non, merci à vous, merci de votre écoute, mais on va passer au revoir. Merci. Alors, c'était un plaisir et bonne suite. Merci beaucoup de nous avoir animés. Merci à vous. Oui, merci. Merci.